Nous allons enchaîner avec la séquence Europe et nous avons choisi de zoomer sur cette question européenne. Alors, nous avons dû nous adapter aux contingences de calendrier de M. Barnier, qui devait être là ce matin, mais qui n'a pas pu, donc c'est pour ça qu'il est venu hier après-midi. Vous ne bénéficierez pas du bon moment que nous avons eu avec lui, mais il nous est apparu très important de consacrer du temps à comment et pourquoi parler d'Europe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup d'avis en ce moment, beaucoup de remises en question dans notre pays. Mais pour nous, FNSEA est une constante, pas seulement pour ou à cause de la politique agricole commune, mais parce que le fait européen est inhérent à notre organisation. L'ADN des agriculteurs est d'avoir toujours été très attaché à la construction européenne. Alors ce n'est pas un optimisme béat ou un aveuglement. Nous sommes conscients des défauts de l'Europe. Nous les vivons tous les jours, le tatillonnisme d'un certain nombre de dispositifs. Et puis, ce qui se passe en ce moment avec la remise en question d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement en Europe. Également le Brexit qui nous bouscule énormément. Mais c'est parce que l'heure est grave et c'est parce que l'échéance des élections européennes est proche que nous voulons parler d'Europe. Les agriculteurs ont toujours été attachés à l'Europe et à la représentation des agriculteurs au sein des instances européennes. C'est la raison pour laquelle aussi nous sommes vigilants dans la préparation des élections européennes. C'est la raison aussi pour laquelle nous saluerons tout à l'heure le travail de Michel Dantin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui nous expliquera comment un député très engagé au Parlement européen a réussi à infléchir un certain nombre d'orientations par son travail. Et puis, parce que M. Barnier l'a rappelé hier, il y a beaucoup de raisons d'y croire. L'avenir de l'Europe est vraiment entre nos mains, entre les mains de tous les acteurs. Et il ne faut pas toujours compter sur les autres, il faut mettre la main à la pâte. Et il faut, nous aussi, nous interroger sur ce qui ne va pas bien et faire des propositions pour aller dans une meilleure direction. Je vais passer la parole à Thierry Guerrier, que je remercie une nouvelle fois pour son professionnalisme, on l'a vu hier, qui va accueillir nos invités et animer cette séquence. Bonjour Christiane, merci infiniment Madame la Présidente, merci à tous. Nous allons en effet, après ces propos d'introduction qui rappellent les enjeux essentiels du débat européen, entre le Brexit et puis l'espoir de peser comme une puissance en effet face évidemment aux grands acteurs de la réalité économique mondiale que sont les puissances en devenir encore plus considérables, la Chine évidemment, l'Asie, et puis la puissance classique, les Américains, et puis au milieu les BRICS. Enfin, comment allons-nous nous positionner? Vous avez entendu hier Michel Barnier, nous sommes foutus. Si nous quittons cet univers de l'union, de l'unité, nous ne pèserons plus. La civilisation européenne risque de disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis, je me permets juste cette citation. À l'inverse, il y a une volonté dont vous témoignez de la réalité concrète à travers tout ce que vous avez présenté, et notamment ce que vient de dire Christiane Lambert et les élus qui se sont exprimés, tout simplement la réalité pragmatique du travail au quotidien, cette besogne dans laquelle nous sommes tous, vous êtes tous, en tout cas vous, dans votre spécialité engagée. Voilà ce dont nous allons parler dans un contexte où vous avez comme invité de marque, outre Michel Dantin, bien sûr, et les deux orateurs experts de la question européenne qui vont s'exprimer, Nicolas Bouzou et Jean-Dominique Giuliani, vous avez surtout votre invité de marque principal, je dirais un hôte étranger, non, puisqu'il est européen, un de nos concitoyens européens, encore pour quelques heures, c'est Stuart Roberts, c'est qu'on peut saluer déjà de quelques applaudissements, vos confrères agriculteurs britanniques. Nous allons commencer, Christiane Lambert, vous le disiez il y a un instant, nous allons commencer par votre vision de l'Europe. Vous avez été, les uns et les autres, peut-être sollicités par les équipes de la communication de la FNSEA pour répondre, réagir. Ça donne l'occasion d'une vidéo, un micro-trottoir que nous avons réalisé ici. On va commencer par ces images et puis ensuite vos invités. C'est parti. Pour moi, l'Europe, elle doit être forte et ça ne passe que par le fait qu'on est ensemble. On ne peut pas être tout seul dans son coin. C'est d'avoir un marché commun avec les mêmes règles sociales, économiques sur un ensemble de territoires. Qu'on tire tout le monde vers le haut avec des revenus corrects, avoir les mêmes réglementations, c'est l'harmonisation de nos pratiques, c'est-à-dire au niveau des normes. L'aspect relationnel entre les États qui est quand même aussi important
pour pouvoir construire cette unité. On accepte des importations, mais il faut qu'on exporte aussi. On fait partie des RUP, des régions ultra-périphériques. Alors j'aimerais bien qu'on prenne en compte la spécificité de notre région. Enfin, à un moment donné, il faut une vraie identité européenne pour qu'on puisse avoir une vraie politique européenne qui nous permette de rayonner dans le monde. Pour ce qui est de l'agriculture, c'est d'abord de mettre une vraie PAC en place. Pour peser un peu plus dans les marchés par rapport à ces grands pays que sont la Chine et les États-Unis. La politique agricole commune, quand même, ça a été un succès à l'époque. L'euro, j'ai connu pratiquement que ça. La paix, puisqu'on a quand même vécu une période et on vient de vivre des anniversaires assez douloureux. Ça représente la stabilité, la sécurité. Si on n'a pas l'agriculture, je ne suis pas sûr qu'on ait une Europe. L'aérospatiale, il n'y a pas de raison de revenir là-dessus. C'est quelque chose qui fonctionne depuis le départ, c'est un vrai succès. Et puis Airbus aussi. Là où on a un grand échec, c'est l'Europe sociale. C'est les questions de main-d'œuvre, les questions de salaire, les questions d'harmonisation de nos politiques sociales. C'est la concurrence déloyale et notamment tant qu'on n'a pas réussi à construire une Europe sociale et fiscale. Produits qui n'ont pas les mêmes homologations ou interdictions d'un État à l'autre. Elle n'est pas capable de mettre tous les pays de l'Europe sur la même ligne d'égalité. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Anglais qui ne savent plus s'ils veulent sortir ou pas sortir. Les décisions sont lentes, ont du mal à redescendre. Le fonctionnement, il faudrait qu'il soit accéléré, c'est-à-dire que peut-être un peu moins de souveraineté dans les États, un peu plus au niveau de l'Europe. On est bien représenté, mais il y a une méconnaissance encore de toutes les instances pour nos collègues agriculteurs. Je pense nous, en tant que responsables, on doit aussi expliquer le fonctionnement de l'Europe, qui nous représente et à quelle strate et où se prennent les décisions. À mon sens, besoin de plus d'Europe pour que demain les institutions soient plus efficaces et puis permettre de porter un projet que tout le monde attend. Elle est sûrement largement perfectible. Malheureusement, peut-être qu'on n'a pas su anticiper quand même l'évolution de cette grande Europe. Avoir une union fédérale avec un vrai président européen, on va dire, et qui a un vrai engagement au niveau politique pour se démarquer au reste du monde. Voilà, peut-être qu'on peut remercier par quelques applaudissements ceux qui ont accepté de répondre à ces questions. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'anxiété que parfois nous-mêmes nous décrivons ici ou dans les médias. On va donc accueillir les orateurs de cette table ronde. Je vous demande d'abord d'accueillir Stuart Roberts, le vice-président de la NFU, National Farmers Union britannique, s'il vous plaît. Stuart Roberts. Please, thank you, you're welcome. Merci beaucoup. Michel Dantin, donc, qui est le maire, je vous en prie, le maire de Chambéry, député européen, membre du groupe LR-PPE au Parlement européen, membre des commissions agriculture et environnement du Parlement. Applaudissements, s'il vous plaît. Jean-Dominique Giuliani nous rejoint aussi. Jean-Dominique, si vous voulez bien, venez nous rejoindre, le président de la Fondation Robert Schuman. Et enfin, Nicolas Bouzou qui est économiste, essayiste, directeur de l'agence conseil Asterès et qui est un de nos grands spécialistes des enjeux planétaires aujourd'hui et notamment des questions évidemment économiques. Nicolas Bouzou. Alors Nicolas, un micro, je vous en prie. Je dis je vous en prie, bon, nous connaissons un peu, donc j'aurais pu te tutoyer, mais on va rester dans la dynamique d'une scène ici. Vous avez, si vous n'étiez pas là hier, vous avez eu le retour des propos de Michel Barnier ici, oui. À la fois très humain, à la fois très optimiste, mais aussi très pragmatique et donc un peu inquiet. Avec cet appel de politique et des mots dans la bouche d'un politique qui sont assez rares, il nous a dit carrément « nous sommes foutus ». J'ai quand même le souvenir clairement. Et puis Stuart Roberts nous évoquera peut-être dans un instant, mais je l'évoque ici, la problématique du Brexit. Ce sont des décisions hier
à la Chambre des communes. Quand nous nous sommes croisés tout à l'heure, il a commencé par nous dire en introduction, oui, enfin, il y a ce qui s'est passé hier soir. Et tout d'un coup, j'étais perdu. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé à Paris ou qu'est-ce qui s'est passé ici que nous aurions raté? Non, c'est à Londres. C'est ce feuilleton politique quotidien en ce moment. La Première ministre est en très grande difficulté puisqu'elle annonce qu'elle va démissionner une fois que peut-être un accord sera trouvé ou voté. Tout a été rejeté hier soir aux chambres des communes. Bref, on a le sentiment, mais il nous le dira mieux que moi, que peut-être nous sommes là dans une impasse, dans l'impasse. C'est-à-dire que tout ça est très complexe. Nous y reviendrons. C'est un des aspects de l'enjeu, mais nous voyons bien que le président Xi Jinping était là encore il y a quelques heures sur le territoire français. On nous a parlé des routes de la soie, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que l'Union européenne? Qu'est-ce que l'Europe dans cette planète pour laquelle on ne nous attend pas pour produire ailleurs, évidemment, de la nourriture. Nicolas Bouzou, la question, c'est aujourd'hui l'Europe. L'Europe, peut-être, doit essayer de regarder ailleurs avant de se regarder le nombril. Ce ailleurs, c'est vous qui allez nous l'évoquer d'abord. Vous avez la parole. Non, mais déjà, je voudrais vous dire que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Michel Barnier. C'est-à-dire qu'en effet, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la survie de la civilisation européenne. Donc ça n'est pas simplement une question économique. Pourquoi? Parce que nous traversons aujourd'hui un moment très particulier de l'histoire, qui est ce que les économistes appellent la troisième révolution industrielle, la convergence du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce sont des technologies que vous connaissez bien, puisque l'agriculture est à la pointe de la technologie. Ce n'est pas du tout la vision qu'en ont les Français, malheureusement, mais vous êtes très à l'aise avec ces technologies. Mais force est de constater que la production de ces technologies de la troisième révolution industrielle aujourd'hui, elle est dominée par un duopole sino-américain, et même pour être plus précis, sino-californien. Et c'est une catastrophe absolue. Si vous regardez l'économie européenne, certes, PIB par habitant en Europe reste l'un des plus élevés au monde. Le revenu par habitant reste l'un des plus élevés au monde. Mais en réalité, cette prospérité de l'Europe, elle tient à la survivance d'une économie du XXe siècle, d'une économie fordiste. Mais si vous isolez en Europe cette économie de la troisième révolution industrielle, nous sommes un continent sous-développé. Et donc, ce qui nous guette, c'est le syndrome argentin. Alors, il se trouve que je reviens d'Amérique latine, j'étais très impressionné par mon séjour en Argentine. Vous savez tous que l'Argentine était l'un des pays les plus riches du monde jusqu'à la crise des années 30, et aujourd'hui, le PIB par habitant de l'Argentine, c'est la moitié du PIB par habitant des pays riches. Donc le déclin a été extrêmement fort parce que l'Argentine n'a pas su entrer au fond dans l'innovation du XXe siècle à l'époque. Donc c'est très exactement ce qui nous guette aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on change notre état d'esprit en Europe. Au fond, l'Europe se considère encore comme un espace de paix à protéger. Or, je suis désolé, mais ça n'est plus l'enjeu. J'aime beaucoup le président de la République, mais quand, dans son itinérance mémorielle, il nous a expliqué que ce qui était formidable avec l'Europe, c'est qu'elle nous protégeait contre des guerres, contre l'Allemagne, par exemple. C'est évidemment absurde, puisqu'il n'y aura aucune guerre contre l'Allemagne de notre vivant. Il n'y en aura même pas avec la Hongrie et avec l'Italie, alors que ce sont des gouvernements avec lesquels on n'a pas forcément beaucoup d'atomes crochus. Donc ça n'est pas le sujet. Le sujet, ça n'est plus d'avoir une vision pacifiste, mais c'est d'avoir une vision en termes de puissance et de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on veut être au XXIe siècle? Est-ce qu'on veut être un pays leader dans les technologies de la troisième révolution industrielle, ou est-ce qu'on accepte d'être un pays sous-traitant, c'est-à-dire, très concrètement, un pays dans lequel les emplois seront de moins en moins attractifs et dans lequel les salaires seront de plus en plus faibles? Et pour ça, mon idée, c'est que pour construire cette Europe puissance, on aura beaucoup de mal à le faire à 27 ou à 28. Il faut qu'on le fasse à 8, 10, 12, et sans doute avec un nouveau traité. Avec 3 objectifs très concrets. Là, je vais vous faire des propositions très concrètes.
Premièrement, il faut absolument qu'on construise un marché unique du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors, le marché unique du numérique, il est déjà à l'agenda de la commission Juncker, donc à 27, mais il faudrait aller beaucoup plus vite. Vous vous rendez compte que quand vous avez une entreprise en Europe qui se crée, j'en sais rien, dans les nanodispositifs médicaux, par exemple, cette entreprise doit réaliser 27 études, ou 28, mais c'est de la folie, c'est complètement stupide. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus d'eurosceptiques, voire de plus en plus d'europhobes. Donc, construire ce marché unique. Deuxième chose, nos entreprises, il faut qu'elles aient accès à du capital. Parce que tous ces investissements, ce sont des investissements, je pense en particulier à l'intelligence artificielle, qui sont des investissements coûteux. Et donc, il faut qu'on construise un marché du capital investissement, des technologies de la troisième révolution industrielle, un marché européen. Et puis, il faut qu'on investisse. On a un retard colossal en matière d'investissement. Quand vous regardez le taux de robotisation dans les pays de l'Union européenne, et en particulier en France, vous voyez que ce taux est très bas. Et donc, c'est vraiment une glissade vers le sous-développement qui, de ce point de vue-là, nous guette. Et donc, on a besoin d'un super plan Juncker à 300 milliards d'euros. La France va mettre dans l'intelligence artificielle 3 milliards d'euros à l'horizon du quinquennat. 3 milliards d'euros, c'est ce que met tous les ans Amazon. Une seule entreprise. Donc, on n'a pas du tout compris l'ampleur des enjeux. Et puis, juste pour terminer en 30 secondes cette introduction, je vais vous dire quelque chose. Si on arrive à faire ça, l'Europe, ça va être l'endroit du monde où il sera le plus agréable de vivre. Ça va être un vrai paradis sur Terre. Mais oui, parce que dans beaucoup de sujets, l'Europe, elle est en avance. Sur les questions d'articulation, de justice et de sécurité, par exemple. Vous voyez ces chiffres. Vous savez qu'on a 2 fois moins d'homicides qu'aux États-Unis par habitant et on enferme 7 fois moins. Donc, on a une performance qui est absolument extraordinaire. L'État-providence, mais vous avez un accès à l'État-providence dans quasiment tous les pays européens qui est à nul autre pareil dans le monde. Et puis, les questions de liberté, d'égalité, dans tous les classements égalité hommes-femmes, ce sont toujours des pays européens qui arrivent en tête. Tiens, le président du conseil départemental parlait tout à l'heure de Longwy et du Luxembourg. Le premier ministre luxembourgeois, que j'aime beaucoup, que vous connaissez, Xavier Bettel, vous connaissez bien dans cette région, parce qu'il y a énormément de coopération avec le Luxembourg, me faisait remarquer qu'il était le seul chef d'État au monde marié à quelqu'un du même sexe. Écoutez, alors je ne suis ni luxembourgeois, ni Premier ministre, ni homosexuel, mais enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est, me semble-t-il, tout à l'honneur de l'Europe. Si on a ça, et si on a la prospérité économique, mais tout le monde voudra venir en Europe. Oui, alors attendez, parce que cette idée selon laquelle l'Union européenne est un des lieux où les plus grandes libertés, vous venez de le souligner, et les droits les plus contemporains sont développés, où la protection sociale, où la capacité cognitive, l'intelligence collective et la capacité à inventer, à produire est une des plus performantes au monde, tout le monde ici en est persuadé. La question est, pourquoi nous n'arrivons pas à intégrer, alors que nous nous sentons puissants à cet égard, avec tout ce que vous venez de décrire, pourquoi nous n'arrivons pas à intégrer que nous n'avons pas encore les bons réflexes, la bonne construction politique pour pouvoir rivaliser demain, et ne pas devenir l'Argentine, pour reprendre votre image, rivaliser demain avec qui? Les Chinois, qui pourtant n'arrivent pas encore à nous égaler à certains égards que les Allemands ou certaines productions ici en France aussi. Pourquoi nous n'aurions pas cette capacité? Qu'est-ce que vous voulez en dire? Ou même les Américains, voire certains briques qui produisent, comme les Indiens, une capacité sur l'informatique très très forte. Pourquoi nous aurions là un risque alors que nous sommes une puissance, vous venez de le décrire? Alors déjà, les Chinois, ils nous ont déjà rattrapés dans un certain nombre de sujets. La question de l'intelligence artificielle, par exemple. Bon, les Chinois sont très en avance sur les Européens, mais d'après ce que j'en vois, même si c'est difficile à analyser précisément, ils ont pris un peu d'avance sur les États-Unis. Donc vous savez, le développement en termes d'innovation de la Chine ces 10 dernières années a été vraiment quelque chose d'absolument colossal. Mais Thierry, vous dites, on est tous d'accord. J'en sais rien, si on est tous d'accord, tant mieux, mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, alors les gens ne sont pas d'accord, si vous voulez, parce que si tout le monde était d'accord avec ça, les choses se feraient relativement facilement et les gouvernements européens s'accorderaient pour se mettre ensemble, avoir des projets communs. Ma question, c'est qu'est-ce que les autres font mieux que nous? Les autres,
Les autres, les Chinois, les Chinois et les aujourd'hui. Américains, alors je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, d'une part, ce sont des pays dans lesquels il y a un projet. Ce sont des pays dans lesquels on est tourné vers l'avenir. Et l'une des grandes problématiques intellectuelles, au fond, de l'Europe et de la France, c'est qu'on est en train de reproduire le modèle vénitien à grande échelle. C'est-à-dire un passé glorieux, extraordinaire, et on se muséifie peu à peu. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez dans l'agriculture, puisque vous voyez bien que les opinions publiques, elles ont une vision de l'agriculture qui est une vision un peu passéiste. Et au fond, trop peu de gens considèrent que les agriculteurs sont des entrepreneurs. Ils sont vus plutôt comme autre chose. Et donc, il faut qu'on soit tourné vers l'avenir, ce qu'ont les Chinois. Alors, en même temps, les Chinois, c'est facile, parce qu'ils sont sortis de la pauvreté très, très récemment et ils s'enrichissent très, très rapidement. Mais même les Américains ont ça. Ceux qui ont la gentillesse de me suivre savent que Donald Trump, c'est pas forcément mon type d'homme politique. Mais, et j'aurais pas voté pour lui. Mais bon, quand il dit « Make America Great Again », il y a un truc quand même, si vous voulez. Il y a un sens. Ça fait sens. Si on arrive à se mettre dans cette disposition d'esprit, toutes les politiques vont en découler. Moi, je ne critique pas trop les hommes politiques, parce que les hommes politiques, il ne faut pas être naïf, on est dans des démocraties de communication, donc les hommes politiques, ils exécutent le message qu'ils croient percevoir ou comprendre de l'opinion publique. Or, alors vous me forcez à être désagréable, donc allons-y. Or, dans ce qui va sortir du grand débat, moi, je n'ai pas vu beaucoup de choses sur le marché unique ou sur l'Europe fédérale, comme je l'entendais tout à l'heure. J'ai entendu beaucoup de choses sur le rétablissement de l'ISF, mais je n'ai pas entendu beaucoup de choses sur les sujets sérieux. Alors, deux questions. Dans les raisons de la défiance aujourd'hui d'un certain nombre d'entre nous à l'égard du projet européen, de l'Union, de la structure européenne, pas de la culture européenne, il y a l'idée que c'est un cheval de Troie, l'Union européenne, pour la mondialisation, pour les autres finalement, alors que ce devrait être un outil de protection. Cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez et comment la combattre si jamais vous y êtes hostile? Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de très juste derrière ça. C'est-à-dire que, l'Union européenne, c'est le seul moyen de retrouver une capacité d'action collective. Nos amis britanniques sont en train de vivre ça. Nos amis britanniques voient bien qu'en sortant de l'Union européenne, en réalité, on perd de la souveraineté réelle, puisqu'on est obligé de renégocier un certain nombre d'accords avec l'Union européenne, notamment l'adhésion au marché unique, tout simplement, sans avoir plus la capacité à intervenir sur le fonctionnement, par exemple, du marché unique. Vous étiez en train de travailler hier soir, mais il se trouve que j'avais, pour la promotion du livre que je viens de sortir avec Luc Ferry, on avait ce débat avec Éric Zemmour dans son émission sur Paris Première. Et je lui faisais la remarque selon laquelle, lui qui est souverainiste, il devrait être européen. Ben oui, parce que ce que sont en train de vivre nos amis britanniques, c'est le fait qu'en ayant fait miroiter une souveraineté de droit, on sera débarrassé de l'Union européenne, on va trouver une souveraineté de fait. Or, c'est complètement faux. Il est quand même facile de comprendre que face aux États-Unis et face à la Chine, on a besoin d'avoir des structures politiques qui soient structurées, qui soient capables de faire le poids. Mais en effet, il faut qu'on sorte de cette vision de l'Europe comme un simple marché pour adopter une vision de l'Europe qui est capable de mener des politiques, notamment des politiques économiques. De ce point de vue-là, pour prendre un exemple très concret, l'échec, le retocage de la fusion Siemens-Alstom était quelque chose, sur le plan intellectuel, d'insensé. Je ne critique pas la Commission européenne, elle applique le droit, si vous voulez. Mais c'est le droit européen qui, de ce point de vue-là, est insensé. Non mais vous pensez sérieusement que les Américains qui ont inventé le droit de la concurrence, vous pensez qu'ils s'emmerdent avec ce genre de choses en ce moment ? Ben non, ils voient bien qu'Amazon, c'est une entreprise énorme et qu'ils sont un peu gênés par rapport à ça. Mais ils se disent, on va d'abord acquérir la puissance et après on régulera. Nous, en Europe, on met des comités d'éthique partout, ensuite on fait de la régulation, mais on régule des flux qu'on n'a même pas été capable de faire naître. Absurde. Alors, la description
et la conscience que nous avons tous que nous avons les atouts d'une puissance, y compris même dans la capacité militaire, à certains égards. Les armées britanniques, essentielles évidemment, françaises, et pas uniquement puisque nous avons la bombe l'un et l'autre, mais et puis les armées de l'ensemble de l'Union ont une capacité, même si évidemment elles ne recouvrent pas la puissance américaine. Mais ça, c'est un des aspects. Mais nous avons tous les atouts que vous avez décrits il y a quelques instants sur l'intelligence, la culture, etc. Très bien. Et pourtant, nous ne sommes pas une puissance. Dernier mot sur votre vision. Si j'ai bien compris, vous nous dites aujourd'hui qu'il faut changer de braquet et dans l'organisation institutionnelle, il faut passer de 28 à 10. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous proposez? Je vais vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, très schématiquement, il y a 3 Europes. Il y a une Europe de la justice, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Il y a une Union européenne, et donc à 28, et une zone euro. Mais comprenez bien que si on veut faire un plan Juncker dans les technologies de la 3e révolution industrielle à 300 milliards d'euros ou à 250 milliards d'euros, peu importe, il est aujourd'hui impossible de le faire à 27. Vous avez des pays, c'est parfaitement leur droit, qui ne veulent pas mettre d'argent en commun avec les autres. Et donc, on a besoin de créer une nouvelle couche d'Europe avec, comme ça a été très bien dit par certains d'entre vous, de l'harmonisation fiscale, de l'harmonisation sociale et un vrai budget européen qui permette de financer des investissements publics-privés dans la transition énergétique, les batteries de voitures. C'est un sujet en ce moment, c'est très important la question des batteries de voitures, hein. La valeur ajoutée de l'industrie automobile, elle est de plus en plus dans les batteries, hein. Elle est moins dans la carrosserie et les roues, hein. Bon. Et donc cette valeur ajoutée, elle est en train de partir à l'extérieur de l'Europe. Et donc, c'est moi le libéral qui vous dit il faut qu'on ait une politique industrielle et des projets publics-privés. Et ça ne peut pas se faire à 27. Ça ne peut se faire qu'à 10 ou 12 avec des pays qui sont motivés. Mais pour que ça se fasse, il faut que ça se fasse avec l'Allemagne. Et pour que ça se fasse, il faut aussi que la France montre l'exemple. Et il faudrait en particulier qu'on soit capable de montrer, si on veut mettre de l'argent en commun, il faut qu'on soit capable de montrer qu'on est capable de gérer nos finances publiques. Ce qui évidemment n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous avons une situation des finances publiques qui, en réalité, n'est pas maîtrisée, parce qu'on n'a jamais fait de réforme de l'État. On est en train d'essayer d'en faire une là, mais comprenez bien que c'est plus difficile politiquement de faire une réforme de l'État après les Gilets jaunes que juste après avoir été élu. Bon. Alors, prenez place, si vous voulez bien, je me tourne. On veut saluer Nicolas Bouzou pour cette intervention.